Après un mois de grève, le message est toujours le même. Mobilisation sur le terrain jusqu'au retrait du projet de réforme des retraites. Samedi après-midi, dans les rues de Paris, un cortège de plusieurs milliers de manifestants s'était lancé de la gare de Lyon jusqu'à la gare de l'Est. Premier grand rassemblement avant la rentrée. Parmi les opposants, des gilets jaunes qui se joignent aux manifestations depuis le début du mouvement le 5 décembre. Tous unis contre cette réforme qu'ils jugent injuste. Et même si la grève dans les transports est entrée dans son deuxième mois et a dépassé le précédent record de 1986, certains appellent à un durcissement du mouvement. La grève par procuration, ça ne va pas suffire. Il faut que tout le monde s'y mette. On n'est pas simplement là pour péter des scores en disant on veut rentrer dans l'histoire en battant les grèves de 95 ou de 86. Ce qu'on veut, c'est du nombre, voilà, pour gagner au plus vite possible. Le bras de fer se poursuivra la semaine prochaine avec une nouvelle mobilisation nationale jeudi à l'appel de l'intersyndicale. Ce 9 janvier a eu lieu une grande manifestation dans toute la France contre la réforme des retraites. Nous vous en montrerons quelques images. Puis nous écouterons quelques avis à propos de cette réforme dont vous trouverez les liens dans la description. Toutefois, n'oublions pas que cette réforme a été dictée à Macron par l'Union européenne. Nous vous renvoyons à la vidéo que nous avons faite à ce sujet, dont vous trouverez également le lien. Et pour parler de cette mobilisation et de la réforme des retraites, nous recevons sur ce plateau Jimmy Dalédou, élu CGT cheminot, et à ses côtés Michel Fize, sociologue et ancien chercheur au CNRS. Messieurs, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation en direct sur RT France. Jimmy Dalédou, je me tourne vers vous. Quatrième mobilisation de cette ampleur. On vient d'avoir un chiffre de la CGT, 370 000 manifestants dans les rues à Paris. Qu'est-ce que vous attendez ce soir à la suite de cette mobilisation? C'est quoi? C'est renouer le dialogue? Renouer le dialogue. Il n'y a pas vraiment eu de dialogue depuis le début, justement. Il n'y a pas vraiment de dialogue. On peut constater, on l'a toujours dit, que de toute façon, cette retraite à points était une attaque de grande envergure du capital contre le travail. C'est ça, en fait, qui se passe. Cette retraite à points est une attaque du capital et on sait que derrière, il y a cette jackpot pour les monopoles capitalistes. Donc ce qu'on attend, c'est que la lutte continue, que les travailleurs se réunissent tous, que ce soit les travailleurs du public, que ce soit les travailleurs du privé, que ce soit donc la classe ouvrière et les couches populaires d'une manière générale, qu'on se réunisse tous dans la rue et qu'on continue la lutte contre ce gouvernement et ce système qui nous opprime depuis le début et qui veulent continuer de nous opprimer. Et il ne faut pas lâcher tant que cette retraite à points ne soit pas dégagée. Michel Fize, je me tourne vers vous. Je rappelle que vous êtes sociologue. On vient de l'entendre dans la voix de Jimmy Dalédou. On ne nous écoute pas. On a effectivement, dans cette situation qui dure, une situation qui se fige, on a le sentiment d'une absence de dialogue. Est-ce que c'est le cas? Si oui, qu'est-ce que ça révèle?
Alors d'abord, je pense qu'on est encore en France à confondre les mots. Dialogue, concertation, consultation, négociation. Et je répète ce que j'ai souvent dit, la France n'est pas un pays de négociation sociale. La négociation n'existe pas. Je dirais que c'est une grande tradition que de ne pas négocier en France. Il y a une seule exception, c'était en mai 68, quand pour mettre fin au conflit, effectivement, on s'est mis autour de la table pour arriver à un accord. Alors, je rappelle que dans une négociation, qu'est-ce qui se passe? Il y a d'un côté un gouvernement qui présente un avant-projet, de l'autre côté, la partie adverse syndicale, en l'occurrence, présente son projet. Voilà, on rassemble les projets et puis, à l'issue précisément de la négociation, on aboutit sur un accord. Bon, ici, il est vrai que depuis 2 ans, il y a pu y avoir des rencontres. Les syndicats ont été invités à exprimer leur position, mais évidemment en sachant déjà que les choses étaient faites. Voilà. Alors, moi, je pense que ce qui est peut-être préoccupant, si on veut dire les choses ainsi, c'est qu'on est quand même, je pense, dans un rapport de force qui se raidit, qui se durcit. Et pour moi, ce qui confirme qu'on est bien toujours dans un mouvement populaire, une insurrection populaire, comme je l'ai dit dans mon livre, à part la couleur du maillot qui a changé, le rouge qui a plutôt remplacé le jaune, même si le jaune est toujours là dans les défilés. On peut pas être dans une situation où on va être tout gagnant ou tout perdant. Il ne peut y avoir qu'un perdant total et un gagnant total. Donc, imaginons que demain matin, il y ait le retrait de l'âge pivot. Qu'est-ce que ça va changer? Absolument rien. Parce que face au retrait total qui est demandé par la CGT, FO et l'UNSA, Sud notamment, de l'autre côté, si la réponse n'est pas on retire totalement le projet et on recommence, mais cette fois en négociant, effectivement, ça va continuer. Jimmy Dalédou, vous confirmez, ça va continuer tant que la réforme du gouvernement n'est pas retirée? Ça va continuer et effectivement, je rebondirai sur ce que tu disais sur le fait que le rouge a remplacé le jaune. Effectivement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de différence entre le mouvement des Gilets jaunes et les mouvements actuels. C'est-à-dire? Pas de différence. On a affaire à la classe ouvrière, aux couches populaires, aux couches moyennes qui sont dans la rue. En gros, à tous les Français. Et juste finirai sur un truc, c'est que il y a des questions qui vont. Faut pas oublier que le mouvement des Gilets jaunes, qui était effectivement une amorce d'insurrection, je dirais, a posé des questions politiques importantes, notamment la nature de classe de l'État, la répression et les mensonges politiques. Est-ce qu'il y a eu des réponses à ces questions? Il n'y en a pas eu. Et derrière, c'est enclenché une continuité de classe, j'ai envie de dire, et qui se matérialise effectivement par les organisations syndicales, notamment la CGT, qui est encore sur des bases de classe. Et donc, il n'y a pas de différence, et ça va continuer. Et si la réforme passe, ce que j'espère pas, c'est si la réforme passe, ça va aggraver la colère des masses, ça va aggraver la colère des exploités de la classe ouvrière, parce que je terminerai par ça, c'est que quand on touche 1000 balles par mois et qu'on n'a pas de quoi se payer à bouffer, ça ne peut pas durer. C'est aussi simple que ça, en fait. Michel Fize, une foule en colère qui a le sentiment de ne pas être entendue aujourd'hui en France. À quelles conséquences on peut s'attendre? On peut se demander s'il fallait faire cette réforme. Alors, qu'il faille faire une réforme des retraites, peut-être pour corriger les injustices, faire que ceux qu'on a appelés les privilégiés soient peut-être un peu moins, et d'un autre côté, ceux qui sont vraiment totalement au bas de l'échelle des pensions voient leurs pensions relevées. Ça, je pense que tout le monde en était d'accord. Or, là, qu'est-ce qui se passe? On présente une réforme comme étant simple et juste. Or, il apparaît qu'elle n'est ni simple, ni juste. Il suffit d'être, je dirais, dans un calcul arithmétique très simple, ce que peut faire un élève de primaire. Quand il faut remplacer un calcul des 25 meilleures années ou des 6 derniers mois par un calcul sur l'ensemble de la carrière, en sachant qu'on commence généralement en bas de l'échelle et en bas des revenus, il est évident qu'on ne peut que perdre au final. Or, le gouvernement a dit au départ, mais il n'y aura pas de perdant. Il n'y aura pas de perdant. Et là, on voit bien qu'avec la définition de régimes, alors qui sont plus spéciaux mais spécifiques, on compense. Donc on dit aux enseignants, on va vous donner plus d'argent,
Alors non pas parce que vous faites un métier pénible, mais pour corriger effectivement ce que vous perdriez avec le système actuel de retraite. Voilà, donc on a l'impression vraiment d'un grand gâchis, d'une grande perte de temps, parce que ça fait quand même 2 ans qu'on tourne sur cette histoire. Jimmy Dalédou, selon les chiffres dévoilés par la SNCF, 32,9% des cheminots seraient en grève ce jeudi, 370 000 manifestants, on le rappelle, selon la CGT dans les rues à Paris. Est-ce que le mouvement est en train de prendre du plomb dans l'aile ou pas, selon vous? Disons qu'il est en train de... On va dire qu'on a affaire à un processus de conscientisation. C'est-à-dire que les travailleurs, déjà depuis le mouvement des Gilets jaunes, ils ont pris une conscience politique. Un processus de conscientisation, c'est-à-dire ce qu'on pense et ce qu'on veut. On a une formation politique et ce processus de formation s'effectue encore, ça continue. Donc ça va continuer et effectivement, plus on va avancer dans le temps, plus la contradiction entre le gouvernement, cet État et les masses va s'aggraver. Pourquoi? Parce que tout simplement le capital va faire ce qu'il a besoin pour se faire toujours plus de fric. Plus on va aller dans le temps, plus la contradiction va s'aggraver. Donc la lutte des classes va continuer. Les organisations syndicales, comme la CGT par exemple, prendra ses responsabilités. Et il se passera ce qui doit se passer. Hein. Il y a des éléments comme ça dans l'histoire qui nous ont montré qu'il y a des nécessités de l'histoire qui se matérialisent et voilà. Michel Fize, pour conclure, pour sortir de l'impasse, qu'est-ce qu'il faudrait dans les jours qui viennent, selon vous? Je pense que je l'ai dit indirectement tout à l'heure. Il faut que le gouvernement accepte de retirer, non pas pour ne pas faire de réforme des retraites, mais la faire effectivement avec les partenaires sociaux. Ça peut être ce qui s'appelle la démocratie sociale. Et la dernière chose, c'est est-ce qu'il n'y a pas d'arrière-pensée derrière ce régime qui mène quand même indirectement ou pas vers un régime de capitalisation? Parce que point, ça fait penser à individu, ça fait penser à soi. Donc, est-ce que les gens vont pas se dire, finalement, on fait une retraite pour soi, on va essayer d'accumuler le plus de points possible. Voilà. Non, je pense que la détermination me paraît intacte, mais elle me paraît intacte des deux côtés. Voilà. Alors, c'est pour ça que le gouvernement aurait peut-être intérêt à reconsidérer sa position. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation en direct sur RT France. Jimmy Dalédou, je rappelle que vous êtes élu CGT cheminot. Michel Fize, sociologue, ancien chercheur au CNRS et auteur d'une insurrection populaire au destin encore incertain. Bonjour, bienvenue dans Canal Phi, je suis avec Manuel Bompard. Bonjour. Et nous sommes au début d'une semaine absolument déterminante dans la lutte contre la réforme de retraite à points. La majorité de la société est contre cette retraite. Il y a des grévistes qui ont tenu toutes les fêtes et qui ont déjà perdu un mois de salaire. Je pense notamment aux agents et aux agentes de la RATP et de la SNCF qui donc paient très chèrement leur combat pour l'intérêt général. Donc cette semaine va être absolument déterminante et vous avez entendu la déclaration de vœux d'Emmanuel Macron qui était une réelle déclaration de guerre et tous les députés La République En Marche répètent les mêmes mots. Cette réforme serait juste, universelle et plein d'autres. Et donc il nous semble important au début de cette semaine de commencer par décrypter les mensonges d'Emmanuel Macron. D'abord on nous dit ce système de retraite ne va pas se traduire par une baisse des pensions. Pourtant, c'est assez simple. Dans le système actuel, si vous avez une année où vous avez moins cotisé, vous avez moins travaillé, vous avez eu un accident de vie, un problème d'emploi, vous avez démissionné, vous avez changé de travail, cette année-là, elle comptait pas dans le calcul de la pension à la fin. Mais dans le système par points, toutes les années vont compter et donc nécessairement, ça va se traduire par une baisse des pensions. C'est le premier mensonge qu'il faut décrypter. Alors, deuxième mensonge, on essaye de nous faire croire que les personnes qui sont à temps partiel vont avoir une meilleure retraite avec le système par points. Mais c'est quoi la réalité de ça? La réalité, c'est que dans le système actuel, lorsque vous étiez à 1/3 du SMIC, vous aviez vos 4 trimestres complets qui étaient donnés. Alors que là, maintenant, lorsque vous êtes à 1/3 de temps de travail à 1/3 du SMIC, du coup, là, vous n'aurez que 1/3 des points. Donc, bien évidemment, votre retraite à la fin sera moindre. Elle va baisser. Le gouvernement ne cesse de dire depuis le début, c'était y compris peut-être son premier argument, que ce système de retraite est un système universel
avec un objectif derrière qui était un objectif de communication, qui était de pointer du doigt une minorité de la population qui, soi-disant, aurait des privilèges ou des droits particuliers, et que son projet de loi viserait au contraire à rajouter de l'égalité, etc. Bon, en réalité, cet argument-là, qui était celui du début, on voit bien qu'il est déjà plus valable, parce que sous le poids de la mobilisation, le gouvernement a été obligé de lâcher. Il a lâché pour les policiers, il a lâché pour les militaires, il a lâché pour les pompiers, pour les pilotes de ligne, pour d'autres professions encore. Pour les danseurs et les danseuses il leur a proposé, qui ont refusé. Mais eux, ils ont refusé. Nous ne serons pas la génération qui sacrifiera les générations futures. Ce qui est bien la preuve que les gens qui se mobilisent aujourd'hui, en réalité, ils se mobilisent pas pour défendre leurs propres intérêts, ils se battent pour l'intérêt général. Mais en tout cas, avec ces propositions d'aménagement, comme il dit, du gouvernement, on voit bien que le système n'a plus rien d'universel. Et puis lorsqu'on donne autant d'exceptions, c'est aussi la preuve que le système qui nous propose, il n'est pas si merveilleux que ça. Exactement. Alors, quatrième mensonge qui est très important, c'est de nous dire que les femmes seront les grandes gagnantes de cette réforme et que c'est terrible la situation des femmes aujourd'hui. C'est vrai, la situation des femmes sur ce point-là est terrible puisque les femmes ont des retraites bien inférieures à celles des hommes, mais sauf que cette retraite, elle va encore aggraver ça. Alors pourquoi est-ce qu'elle va l'aggraver? Parce que, tout à l'heure Manuel le disait, ce ne sera plus sur les 25 dernières années pour le privé et sur les 6 derniers mois pour le public que seront calculées la retraite, mais ça sera sur l'ensemble de la carrière. Or, les femmes sont aujourd'hui celles qui ont les carrières les plus hachées. Elles sont le plus en temps partiel, en contrat précaire, avec des salaires qui sont moindres que ceux des hommes. Et donc, elles vont forcément être pénalisées dans la retraite qu'elles auront, dans la pension qu'elles auront. Donc, ces pensions, elles vont déjà baisser. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on nous vend une égalité plus forte autour des enfants qui seront donnés. Donc, ils vont donner des majorations de 5% à partir du deuxième enfant. Sauf que ce qui ne précise pas, c'est que ces 5% seront donnés au choix à la femme ou à l'homme. Mais l'homme ayant un meilleur salaire, malheureusement, dans notre société, on va souvent choisir l'homme, et les pensions de reversion ne seront plus versées lorsqu'il y aura un divorce. Donc vous imaginez, par exemple, une femme qui a 3 ou 4 enfants et qui le met sur la pension de l'homme en disant comme ça on aura un peu plus quand on sera à la retraite. S'il divorce, comme ça peut arriver, à ce moment-là, elle se retrouvera sans absolument rien. Donc c'est un système qui est profondément inégalitaire et qui va encore aggraver la pauvreté chez les femmes retraitées. D'ailleurs, le gouvernement dit on va maintenant introduire cette bonification de 5% au choix entre l'homme et la femme dès le premier enfant sur les retraites. Mais aujourd'hui, il y a déjà une bonification qui existe. C'est à partir du 3e enfant et c'est de 10% pour l'homme et de 10% pour la femme, donc de 20% pour le couple. Avec le système tel que proposé par le gouvernement, cette bonification, à partir de 3 enfants, elle sera seulement de 17%. Donc on voit bien qu'on en perd. Et par ailleurs, les femmes, aujourd'hui, dans le système par répartition, elles bénéficient de ce qu'on appelle des trimestres, entre guillemets, gratuits. Bien sûr qu'ils ne sont pas gratuits, mais pour compenser notamment des situations de congé maternité, de maternité, les femmes qui travaillent dans le public, elles ont 4 trimestres gratuits par enfant. Les femmes qui travaillent dans le privé, elles en ont 8. Bah ça, puisqu'il n'y aura plus de trimestres, puisqu'on sort du système par trimestre, et ben nécessairement ça veut dire que ces acquis-là, ces conquis-là, et ben nécessairement ils n'existeront plus. Le gouvernement nous dit aussi que ce régime sera un régime plus juste, et la formule qu'il utilise, c'est 1 euro cotisé, quelle que soit votre situation, donnera lieu au même droit. Mais en réalité, ça non plus, c'est pas vrai. Parce que si vous regardez aujourd'hui les écarts d'espérance de vie dans la population française, vous avez à peu près 6 ans d'espérance de vie entre un ouvrier et un cadre, et à peu près 8 ans entre un diplômé du supérieur et une personne qui n'a pas de diplôme. Et donc, un cadre ou un ouvrier auront tous les deux cotisé 1 euro. Sauf que le cadre, il pourra bénéficier de sa retraite pendant de longues années, alors que l'ouvrier, lui, il en bénéficiera pendant moins d'années. Et donc, ils auront tous cotisé la même chose, mais à la fin, ils n'auront pas eu les mêmes droits, parce que certains auront eu une retraite pendant 20 ou 25 ans, alors que les autres auront peut-être eu une retraite pendant 5 ou 10 ans. Et donc, ces systèmes-là n'est pas un système juste. Autre mensonge, ils nous disent qu'ils veulent, par cette réforme, sauver le système de répartition. Alors ça, c'est quand même fort de café parce que lorsque Emmanuel Macron a reçu en grande pompe, à plusieurs reprises d'ailleurs avec différents ministres, BlackRock, qui est le plus grand fonds de pension américain, il ouvre la voie justement à la retraite par capitalisation, et je vais vous le montrer juste à l'instant. Mais quand même, ultime provocation, commencer l'année par donner la Légion d'honneur au patron français de BlackRock, c'est vraiment une insulte à toutes celles et tous ceux qui sont aujourd'hui en train de se battre pour justement pouvoir garder un modèle de société qui est un modèle de société solidaire. Parce que concrètement, la grève aujourd'hui, c'est 2 mondes qui s'affrontent.
C'est le monde du chacun pour soi ou le monde du tous ensemble. Et nous, on a choisi notre camp. Nous, on veut que la société, elle soit solidaire entre elles. Et qu'est-ce qu'ils font dans cette réforme? Ils écartent du système général les cadres qui gagnent plus de 10 000 euros par mois. Alors 10 000 euros par mois, c'est beaucoup, mais ce qu'ils font, c'est que à partir d'un certain montant, ils n'auront plus à cotiser à 28%, mais à 2,8%. Déjà, ça enlève 5 milliards de cotisations. Mais en plus, vous imaginez bien que s'ils mettent 10 000 aujourd'hui, ensuite, ils pourront mettre encore d'autres montants derrière. Ensuite, ça sera les gens qui gagneront 8 000, puis les gens qui gagneront 6 000. Et donc, ces personnes-là, pour avoir des retraites qui correspondent au niveau de leurs revenus, ils vont se tourner vers les fonds de pension privés. Donc, concrètement, avec cette réforme-là, on ouvre la voie, on commence les retraites par capitalisation. Or, aujourd'hui, en France, on est dans un pays qui, contrairement à d'autres pays européens, a un taux de pauvreté des retraités qui est 2 fois moins fort que les autres pays européens. Donc, on va aller choisir un modèle qui a déjà prouvé qu'il allait rendre les retraités encore plus pauvres et nous faire travailler toutes et tous plus longtemps. Le gouvernement nous dit aussi que cette réforme est indispensable parce que notre système de retraite tel qu'il est aujourd'hui, en réalité, il préparerait la faillite et il s'appuie pour ça sur un rapport du Conseil d'orientation des retraites. Alors, bon, ce rapport, il est sorti comme par hasard au bon moment et comme par hasard, il a dit la bonne chose, c'est qu'il y allait avoir un problème de financement des retraites. Ce que dit pas le gouvernement, c'est qu'il y a eu un autre rapport du Conseil d'orientation des retraites, c'était au mois de juin, et il n'arrivait pas du tout aux mêmes conclusions. En tout cas, tous les rapports convergent sur le fait que le système de retraite tel qu'il est aujourd'hui, à l'horizon 2040, c'est un système qui sera à l'équilibre. Et un des rapports du corps dit que entre à peu près 2025 et entre 2030 et 2040, il y aurait peut-être un petit peu de sous-financement du système de retraite actuel. Pourquoi? Parce que la démographie fait qu'à ce moment-là, plus de gens vont arriver à la retraite par rapport au nombre d'actifs, mais qu'ensuite ça va se rééquilibrer. Mais c'est pas du tout les prévisions très inquiétantes qu'essaye de nous montrer le gouvernement. Pas du tout. C'est à un moment, pendant quelques années, où il y aurait peut-être effectivement un sous-financement des retraites. Alors il faut dire plusieurs choses sur ce sujet. D'abord, on a créé des fonds de réserve des retraites. Ça a été créé exactement pour ça en fait, pour financer le système à des moments où la démographie fait que le système ne serait pas exactement financé. C'est la première chose. La deuxième, ça a été dit, c'est que on peut pas à la fois dire il y a un problème de financement des retraites, mais en plus on va réduire les cotisations de entre 5 et 7 milliards d'euros parce qu'on va retirer les 300 000 personnes qui gagnent plus de 10 000 euros par mois du système de retraite par répartition. Là, il y a un petit problème dans le raisonnement. Si vraiment c'est l'équilibre financier leur problème, alors il faut pas faire ce dont a parlé Mathilde de Panot tout à l'heure. Et puis par ailleurs, il y a d'autres manières de financer notre système de retraite. On peut augmenter les cotisations sociales, on peut augmenter les salaires. Si on augmente les salaires de 1%, c'est un peu plus de 2,5 milliards d'euros de cotisations sociales supplémentaires. Si on crée 100 000 emplois de plus, c'est à peu près 1,3 milliard de cotisations qui rentrent dans le système de financement de nos retraites. Et puis on peut aussi s'attaquer aux régimes spéciaux dont on parle jamais. Les régimes spéciaux dont on parle jamais, c'est notamment les retraites chapeaux, qui nous coûtent beaucoup d'argent puisque à chaque fois elles bénéficient d'un certain nombre d'exonérations fiscales et les exonérations fiscales, c'est toute la société qui les paye. Vous voyez des solutions pour financer notre système de retraite. S'il y avait un problème de financement, ce qui reste à démontrer parce que le corps s'est beaucoup trompé ces dernières années, il y en aurait plein et en tout cas c'est pas le système par points, l'âge pivot, etc. qui vont permettre de résoudre le problème. Et puis le système des retraites, c'est penser le temps long aussi. Et justement, pour le coup, l'urgence écologique appelle à créer de nombreux emplois. Et quand on dit 100 000 emplois, c'est 1,3 milliard de cotisations en plus. On a des idées pour avoir des cotisations qui, pour le coup, seraient socialement et écologiquement utiles à toute la société. Plus d'1 million d'emplois peuvent être créés dans la transition écologique, 300 000 pour l'agriculture paysanne. Voilà, on peut créer des emplois, il faut de la volonté politique. Pour la transition énergétique ou encore 1 million pour l'éco-construction. Exactement. En bois, terre, paille et pierre. Mais c'est un autre sujet. Mais c'est un autre sujet. Et puis, dernier mensonge dont vous le parlez, c'est cette fameuse histoire des 1 000 euros de minimum de pension qui seraient donnés à toutes les personnes. Donc, personne n'aurait en dessous de 1 000 euros, il rajoute, pour une carrière complète. Alors, c'est important de voir pour une carrière complète. Déjà, cette disposition, elle existait déjà dans une loi de 2003, qui n'a jamais été appliquée. Et puis, la deuxième chose, c'est que personne n'est capable, à chaque fois qu'on pose la question sur les plateaux, personne n'est capable d'expliquer dans un système à points ce que c'est une carrière complète. Donc ça, c'est vraiment de l'enfumage complet, parce que concrètement, quand on compte
toutes les années, toute la carrière, comme ils vont le faire avec le système à points, sans nous expliquer comment ça marche une carrière complète, parce qu'on voit avec les trimestres, avec les points, on voit moins, et puis on comprend qu'ils pourront jouer avec le nombre de points nécessaires et bien sûr avec la valeur du point, avec l'âge pivot aussi. Donc c'est vraiment de l'enfumage de dire que tout le monde aura au moins 1000 € de retraite, c'est absolument faux. D'ailleurs, ce qui est dans la loi de 2003, ton collègue député André Chassaigne, qui est un député communiste, avait fait une proposition de loi en 2017 pour augmenter ce qu'on appelle le minimum contributif à 85% du SMIC, qui est en fait cette mesure-là. Et à l'époque, la majorité de La République En Marche a rejeté. Ouais. Donc vous voyez, souvent ils vous disent oui, mais les agriculteurs, etc. Mais par ailleurs, si on peut améliorer la situation de gens qui sont dans des situations difficiles dans le système de retraite actuel, on peut le faire. Nous, on est toujours d'accord pour le faire. Mais pourquoi il faut le faire au prix d'une dégradation des conditions de retraite pour tout le reste de la population? Donc, s'il y a des situations spécifiques qu'on peut améliorer, améliorons-les, mais en partant du système de retraite tel qu'il est aujourd'hui, pas en le détruisant et en l'aggravant. D'ailleurs, on a fait une contre-réforme, une proposition qui a été faite pour montrer qu'il était tout à fait possible, avec des calculs très sérieux qui ont été faits, de revenir à l'âge de retraite de 60 ans à taux plein, avec, pour le coup, des mesures comme l'égalité salariale femmes-hommes, et puis la création d'emplois, l'augmentation des cotisations, ou l'augmentation des salaires notamment, mais il y a encore beaucoup d'autres choses dans cette contre-réforme, et pour montrer qu'un autre avenir est possible que celui tout pourri que nous prépare Macron et son monde, ainsi que BlackRock et ses amis. Et sa prédation. C'est bien un dernier argument que vient de contrer Mathilde, c'est l'argument il n'y a pas d'autre solution. Les gens qui s'opposent juste et ils ne proposent rien. Nous ne faisons que ça, proposer autre chose, mais pour ça il faut avoir une oreille attentive de l'autre côté. Et pour l'instant, le gouvernement a choisi le passage en force. Voilà, on a essayé de vous donner quelques arguments sur les choses qu'on entend dans les débats, dans les discussions, des arguments peut-être pour vous aider aussi à convaincre la population autour de vous, même si pour l'instant la population elle soutient majoritairement cette mobilisation. Il y a encore des gens à convaincre, et notamment cette semaine il y a des gens à convaincre parce que ça va être une semaine importante avec notamment 2 temps forts cette semaine, un jeudi 9 janvier avec une date de grève et de manifestation, et puis samedi 11 janvier avec une grande date de manifestation. Ça sera un samedi partout dans le pays. Cette semaine, elle va être importante parce que l'enjeu, c'est est-ce qu'on arrive à faire des mobilisations qui sont larges, qui sont suivies, et est-ce qu'on arrive aussi à faire en sorte que de nouveaux secteurs rentrent dans la grève, parce que nos amis de la RATP, nos amis de la SNCF, ils ont beaucoup donné, mais maintenant il faut venir les aider, il faut venir les soutenir, élargir la mobilisation, et on espère pouvoir y contribuer en menant cette bataille de l'opinion, j'ai envie de dire, en diffusant quelques désintoxications sur quelques mensonges. On n'en a pris que quelques-uns parce qu'il y en a beaucoup qui sont propagés par le gouvernement sur le sujet. Retraite. Quand Édouard Philippe s'en mêle, Emmanuel Macron et son gouvernement s'obstinent face à la colère et à la mobilisation de la masse des citoyens de notre pays. Les mesures annoncées par Édouard Philippe le 11 décembre n'ont qu'un but, affaiblir le mouvement social qui monte face à une réforme qui baisse les pensions, retarde les départs à la retraite et fragilise le système de retraite. Pour briser la solidarité entre les générations, Édouard Philippe partage les actifs en 3. Les jeunes, ceux nés à partir de 2004, pour lesquels la réforme s'appliquera dès 2022, les personnes nées avant 1975, qui resteraient dans les anciennes règles, pour certaines jusqu'en 2037 au moins, et les personnes d'âge intermédiaire dont la retraite serait calculée sur les anciennes règles pour la partie de leur carrière allant jusqu'à 2025, puis sur les nouvelles règles pour le reste de leur carrière. D'ici 2037 au minimum, les anciens régimes et le nouveau vont cohabiter, mais les régimes existants actuellement vont être de plus en plus déficitaires en perdant les cotisations des jeunes, des entrants. Donc, ils seront de plus en plus dans la main de l'État. Comment pourront être garantis les droits des salariés et des retraités dans ces systèmes déficitaires jusqu'en 2037? Édouard Philippe ne s'est pas engagé clairement à ce que la valeur du point augmente comme le salaire moyen. Il s'est contenté d'assurer qu'elle sera au moins indexée sur les prix.
L'indexation sur les salaires ne se ferait que progressivement. Aucune garantie n'a été donnée sur le taux de rendement. Les 5,5 à l'âge pivot de 64 ans figurant dans le rapport de Levoy. Toutes les manipulations seront donc possibles. Il est déjà prévu que l'âge pivot augmente progressivement, ce qui ferait baisser la retraite pour tous ceux qui partent à 62 ou à 64 ans. Le gouvernement dit avoir renoncé à prendre des mesures d'urgence pour équilibrer le déficit imaginaire des régimes de retraite. Il prétend confier cette responsabilité aux partenaires sociaux dès 2021. L'exemple de l'assurance chômage est édifiant. Le gouvernement tiendra les rênes pour imposer ses vues. Les partenaires sociaux seront obligés de faire passer l'âge du taux plein à 64 ans, qui devrait être atteint en 2027, ceci en introduisant très vite une décote entre 62 et 64 ans. En fait, tous les actifs actuels seront frappés par la réforme. Ils devront choisir entre travailler 2 années de plus ou subir une décote de 10% durant toute leur retraite. Par ailleurs, le gouvernement ne donne aucune garantie sur les ressources du système. Il pourra les manipuler à sa guise en ne compensant plus les exonérations de cotisations sociales, en réduisant les cotisations sur les emplois publics. Contrairement à la propagande du gouvernement, ce seront les femmes à carrière heurtée qui seront les plus frappées par un passage à un système plus contributif. Toute période non travaillée se répercutera obligatoirement sur le montant de la retraite. La majoration de durée d'assurance pour les mères sera supprimée. Quant à la majoration de 5% par enfant élevé, les parents devront choisir entre une majoration élevée pour le parent à plus forte retraite et une majoration faible pour l'autre, la mère généralement. Les mesures de compensation de la pénibilité du travail restent très limitées. Le départ pourra au mieux être avancé de 2 ans avec un dispositif individuel compliqué, le compte personnel de pénibilité qui ne monte que très lentement en puissance. Les promesses faites aux enseignants et aux autres fonctionnaires à faible niveau de prime sont très insuffisantes. Le gouvernement ne semble pas disposé à dégager les 15 milliards nécessaires pour que leurs pensions ne baissent pas. Pire, les faibles compensations promises seraient accordées sous forme de primes en échange de hausse de la durée du travail, comme si les enseignants ne faisaient pas déjà des journées pleines. Le Premier ministre a été contraint d'avancer masqué, de rappeler l'attachement des Français à la sécurité sociale. Mais il veut quand même imposer une réforme compliquée, injuste, qui va fragiliser et abîmer notre système de retraite. En ce jour où les syndicats doivent être reçus au ministère du Travail pour un nouveau cycle de discussion sur le projet des retraites, merci d'être avec nous. Sur Europe 1, Jean-Luc Mélenchon, ce matin, le Premier ministre dit confiant sur un compromis. Même si vous n'êtes pas d'accord avec le projet de retraite, c'est une position d'ouverture, de dialogue que voilà. Oui, à des fois, il allait quand même pas dire, écoutez, allez vous faire voir, je maintiens mon affaire. Mais je veux quand même vous dire que tout à l'heure, là, en préparant l'émission, j'écoutais attentivement ce que disaient les collaborateurs d'Europe 1 qui découpaient le discours du Premier ministre. Il me semble, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais les collaborateurs ici disaient que c'était ça que le Premier ministre venait de dire, que au fond, il était ouvert à toute bonne idée du moment que l'équilibre financier du régime des retraites se trouverait être protégé. C'est bien cela, vous avez bien compris. Bon, parfait. Donc si c'est ça, il y a matière à discuter, mais il faut prendre du temps. C'est-à-dire qu'il y a un certain double langage à ce moment-là, parce que si c'est ça qu'il pense, ça veut dire qu'on remet tout à plat. Donc l'idée même, c'est-à-dire il n'y a pas un a priori son système à lui, la retraite par points ou rien, mais on rediscute de tout. Alors dans ce cas, il faut qu'il retire le texte, et quand je dis retirer le texte, pardon, mais cette fois-ci, je parle au sens concret du terme, puisque le texte d'un projet de loi est déposé devant le Conseil d'État. Enfin, donc, un texte à trous, Jean-Luc Mélenchon, avec des blancs, et l'essentiel restera à compléter en fonction des discussions. Vous savez bien comment ça se passe. Oui, je sais bien comment ça se passe, et c'est la raison pour laquelle je suis en alerte maximum, parce que quand vous déposez un texte, c'est pas pareil que quand il y en a pas. Par conséquent, trou ou pas, il pourrait retirer ce document, et puis on pourrait dire, bon, d'accord, tout le monde se réunit,
les partenaires sociaux, enfin on appelle ça comme ça, les syndicats de salariés, les syndicats patronaux et peut-être d'autres, je sais pas, le Conseil économique et social. Et puis on dit, ben voilà, ce qui se présente devant nous, voilà quelle est la perspective, comment on y répond. Ça oui, mais ça demande plusieurs mois de discussion, parce que... C'est vrai que nous n'avons pas eu à cette discussion, hein. Des mois, 2 ans, dit-on, ce n'est pas suffisant? Non, apparemment personne n'a parlé de rien. Moi je suis parlementaire, je sais bien que dans l'esprit de beaucoup, le Parlement ne compte plus, n'a pas d'importance, mais nous n'avons jamais été saisis d'un seul mot de cette discussion. Hein. On a entendu dire à intervalles réguliers M. Macron qu'il était partisan de la retraite à points, mais personne ne savait au juste ce qu'il comptait faire. Nous sommes opposés au système de retraite à points pour des raisons qui ne sont pas idéologiques, pour des raisons qui sont concrètes, matérielles, qui concernent la vie des gens. Nous n'avons jamais cru à cette propagande sur le thème à bas les régimes spéciaux, parce que, comme l'a dit Christian Jacob, qui n'est pas spécialement un ami politique, hein, puisque c'est Vous avez de drôles de références ce matin. Mais oui, mais pourquoi pas? Je cite tout ce qui est dans le paysage. Monsieur Jacob dit au président de la République, maintenant arrêtez, ce que vous faites a plus de sens. Pourquoi? Parce qu'il a démarré avec l'idée qu'on allait abolir les régimes spéciaux. Mais il y a que des gens très superficiels pour croire que les régimes spéciaux existent par une espèce de faveur, de privilège. Non, c'est le résultat de toute une histoire. Les gens savent qu'on peut pas mettre un pilote de chasse dans un avion de chasse à plus de 60 ans. Voyez-vous, ça tout le monde le sait. De même qu'on peut pas laisser un cheminot dans une cabine de pilotage entre 63 et 66 ans. On va parler du fond, c'est le plus important. Jean-Luc Mélenchon, ouais, mais vous y êtes et on va continuer à le faire. Mais la forme quand même rejoint souvent le fond et vous connaissez bien le sens des mots. On peut pas vous reprocher à vous de ne pas le connaître. C'est pour ça qu'on a été étonné de vous entendre, oui, au lendemain des vœux d'Emmanuel Macron prononcer cette phrase. Une déclaration de guerre, c'est ce que vous avez dit après les vœux d'Emmanuel Macron qui maintient sa réforme quand même. Les mots ont un sens. Oui, les mots ont un sens. Vous le connaissez? Bien sûr. Alors, moi, je suis omniscient, comme chacun le sait, et donc je ne commets jamais aucune erreur. Enfin, exagérons votre langue a-t-elle fourché? Ça a dépassé votre pensée? Pas du tout, mais je m'amuse maintenant, comme littéraire que je suis, de cette guerre des mots qui fait que chaque semaine, on trouve un mot dans un de mes discours et moi, bon, ça fait mes affaires, parce que du coup, on parle. Alors, on parle. En effet, j'estime que le président de la République, qui a en face de lui des hommes et des femmes qui, pour certains, sont en grève depuis 1 mois, dont il peut, même s'il n'en a aucune connaissance personnelle, avoir entendu dire ce qu'est la souffrance d'être en grève, d'être gêné par la grève aussi, et qui a pour toute réponse, eh ben écoutez, moi, salut, je vous reverrai peut-être le 9 janvier, on verra, et d'ici là, si vous vous enragez, vous le paierez. Eh bien, j'estime, et surtout qu'ajoute, je changerai rien. Je fais mon truc, j'ai décidé une fois pour toutes, c'est comme ça et c'est pas autrement. Eh bien oui, c'est une attitude d'une violence, d'une dureté, qui n'entend pas ce que dit la souffrance de la lutte, il ne l'entend pas. Peut-être que vous n'entendez pas, pardonnez-moi, Jean-Luc Mélenchon, le même peuple ou la même partie du peuple, parce que vous dites d'ailleurs, des piquets de grève quand vous y êtes, grévistes, courage, le peuple est avec vous. Oui, mais une partie du peuple, c'est ce que vous oubliez. Ah oui. Ah ben on est en démocratie, donc tout le monde n'est pas d'accord. Donc vous ne parlez pas de cette France silencieuse qui veut que la situation sociale s'apaise, qui veut travailler, qui souffre de ce contexte social. Moi aussi, je suis pour que la situation s'apaise. Vraiment, en parlant de déclaration de guerre? Oui, je parlais du président de la République, pas de moi. Moi, j'ai déclaré la guerre à personne. La grève, elle n'est pas le fait des grévistes, elle est le fait de la décision d'imposer un système de retraite dont ne veulent pas les Français. Parce que d'habitude, on me lance au visage les sondages. Allons-y cette fois-ci. Vous avez les 2 tiers des Français qui sont contre. Je vous parle d'une autre France. J'ai bien vous compris. le reconnaissez d'ailleurs, cette France silencieuse. Écoutez, je sais que toujours, il y a des pour et des contre. C'est le propre de la démocratie. Et l'art de gouverner ne consiste pas à assommer ceux avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. C'est autre chose. C'est le sens du compromis, de la manière de trouver, surtout de produire des arguments qui soient des arguments convaincants, pas des arguments de mystification. Quand vous dites aux gens, le régime de retraite va être déséquilibré financièrement, ce n'est pas vrai. Quand vous dites, il est impossible de raccourcir la durée au travail, ce n'est pas vrai. Nous pouvons faire la démonstration du contraire. On peut financer sans qu'il en coûte exagérément, ou même sans qu'il en coûte du tout. Je vous prendrai le seul exemple du fait que tous les Français payent aujourd'hui pour la dette sociale. À partir de 2024, cette charge disparaît, la somme collectée est toujours là. Et elle suffit
plus qu'amplement à compenser les manques. Vous venez de dire, Sonia Mabrouk, qui est un cadre, et un cadre supérieur comme moi, on va dire. Oui, vous plus que moi, parce que vous gagnez mieux que moi. Mais bon, peu importe, vous voulez qu'on se lance dans les... Mais je sais ce que vous allez dire sur les cadres supérieurs, et c'est intéressant, Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi ? Parce que certains cadres supérieurs, ce matin, sur Europe 1, vous écoutent, et vous les mettez dans les perdants de la réforme. Pourquoi ? Parce que, voilà, jusqu'à 2 fois le plafond de la Sécu. Jusqu'à présent, vous continuiez à cotiser jusqu'à 8 fois le plafond de la sécurité sociale, et puis vous aviez des droits à la retraite là-dessus. Donc ça, c'est déjà dans leur feuille de paye. La réforme est la suivante. À 2 fois le plafond, terminé. Vous ne cotisez plus et vous n'avez plus de droits particuliers. Mais les gens qui ont ces payes, faut que tout le monde le comprenne. Hein. Celui qui a, ou celle qui a 10 000 par mois, alors ça peut faire beaucoup quand on regarde ça depuis le SMICAR, et c'est vrai que c'est beaucoup. Mais en attendant, celui qui les a pas volés. Donc il les a gagnés par son travail. Or, il va falloir qu'il cotise à un système d'assurance privée. Donc ça veut dire que c'est maintenant que vous paierez plus cher que vous ne payez pour la sécurité sociale de tout le monde. Ça fera donc du pouvoir d'achat de moins dans le circuit. Les commerçants peuvent commencer à se préoccuper. Et deuxièmement, avec l'espoir un jour de retrouver le niveau de votre paye. Vous oubliez de dire quelque chose. C'est vrai que le manque à gagner en cotisation pour les régimes complémentaires s'élèverait à environ, je crois, 5 ou 7 milliards par an. Mais ce que vous ne dites pas, Jean-Luc Mélenchon, c'est que les régimes complémentaires feraient également des économies dans la mesure où il n'aurait plus de pension à verser à ce public des cadres supérieurs. Eh oui. Oui, d'accord. D'accord. Oui, non, mais attendez, là, vous faites une, pardon de vous le dire. Il y a des économies. Vous dites que ça peut... Non, madame Mabrouk, tous les économistes vous le diraient. Tous les économistes, non. Ça, j'affirme, et j'espère qu'il y aura des fast-trackers, je sais pas comment on dit, qui vont aller vérifier ça. Fact-checkers, oui. Tous les économistes ne disent pas ça, et notamment les économistes atterrés vous feront la démonstration que la cotisation que vous allez donner quand vous êtes un cadre supérieur va vous être retirée de votre déclaration d'impôt. Donc, c'est les autres qui vont payer à votre place. Et quand vous toucherez votre pension, 70% de cette somme sera déduite de vos impôts. Ça commence à faire beaucoup pour tous les autres. Et j'ajoute ceci, comme vous ne cotiserez plus au régime général, il manquera les cotisations au régime général. Et là, il y en a pour plusieurs milliards. Et donc, c'est cette réforme-là qui va mettre en déséquilibre le système de la sécurité sociale. Même si les régimes complémentaires feraient également des économies, mais les régimes complémentaires, c'est d'une autre nature. C'est une assurance privée, le régime complémentaire. Tandis que le régime général, c'est tout le monde. Donc, madame Mabrouk, il faut pas se soucier que de soi et de sa classe. Il faut s'occuper aussi des autres. On vit dans un monde ensemble. C'est vous qui avez pris l'exemple, monsieur Mélenchon des Vous ne pouvez pas, madame Mabrouk, faire tourner cette émission s'il n'y a pas des gars pour vous mettre la lumière, le chauffage, le micro et le reste. Un invité pour répondre aux questions. Et merci, je vous remercie d'être là. Mais ça veut dire, quand vous parlez des hauts cadres, Jean-Luc Mélenchon, et ça c'est important, que selon vous, il y a de fortes chances qu'ils puissent souscrire à des plans d'épargne retraite par capitalisation. On y arrive. Vous faites de la capitalisation un scénario noir. Oui. Mais vous oubliez de dire quelque chose. Combien il y a de millions de Français qui ont des plans d'épargne retraite ? Oui, justement. Combien ? 12 millions, monsieur Mélenchon, ça en fait du monde. Hein. Oui, en effet, vous avez raison. Ils n'ont pas peur de ce scénario noir. Hein. Vous ne savez pas, madame, ce qu'ils pensent, parce que personne n'a jamais été leur demandé. Ils y souscrivent quand même librement. Madame. Oui, ils y souscrivent librement, nous sommes bien d'accord. Mais écoutez-moi, l'idée de la sécurité sociale, c'était que tout le monde était dans le régime universel et par sa cotisation acquérait des droits de cette manière. C'était pas la multiplication des régimes complémentaires qui ne sont là. Madame, ne me dites pas que si vous en avez un, vous le faites par plaisir, vous le faites par obligation. Si vous pouviez vous en passer, vous vous en passeriez. Par conséquent, la bonne idée, c'est le régime dans lequel tout le monde cotise et tout le monde reçoit. Voilà. Et moi, c'est ça que je défends. Et j'ajoute que tous les régimes par capitalisation présentent un danger mortel pour la retraite. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis, personne n'en parle, mais en 2008, tout s'est effondré. Et des dizaines de caisses de retraite particulières se sont effondrées, les gens n'ont plus rien après ça. Plus rien. Vous avez cotisé pour rien. Parce que, mesdames, messieurs, l'argent ne voyage pas dans le temps. Il est à l'instant où il est, et le jour où la bourse s'effondre, votre retraite avec. Certes, mais de là à présenter BlackRock France ou BlackRock de manière générale comme le côté obscur de la force, l'ombre de la retraite par capitalisation, on a oublié de dire, Jean-Luc Mélenchon, que BlackRock ne gère pas de fonds de pension, que c'est un nain en France. Oui, j'ai entendu. Non, je croyais que c'est la France qui était une... Non, pas du tout. Mais ne caricaturez pas le point de vue anticapitaliste, parce que les merveilles du système que vous défendez à cette occasion sont en train de détruire la planète. Je ne défends pas. Non, mais bon, je comprends, mais n'ironisez pas sur ceux qui y sont hostiles. Je suis hostile au capitalisme parce qu'il détruit les êtres humains et la planète. Et donc, mon combat personnel est dans cette branche-là, et avec moi, des millions d'êtres humains qui pensent comme moi. Donc, écoutez-nous quand nous lançons une alerte. La société n'a rien à gagner à épuiser les gens au travail.
personne n'a rien à y gagner. Tandis qu'un équilibre plus serein permet à chacun de participer à la vie commune et y apporter sa petite part de bonheur. On ne gagne rien à surexploiter les gens. Sonia Mabrouk, je suis sûr que vous avez vu ça une fois dans vos vacances ou en vous déplaçant dans le monde. Quand vous voyez une personne de 70 ans remplir des petits sacs à la sortie d'un supermarché parce que c'est son seul revenu, eh ben vous avez le cœur brisé. Monsieur Mélenchon, tout le monde est sensible à ça. Voilà. Mais Donc, tout le monde, attendez, défend ses idées ou ses convictions dans la légalité, par le combat social et démocratique. Absolument. Pourquoi alors vous étiez hier à Grandpuits avec les grévistes qui appellent au blocage des raffineries? Vous savez que ce n'est pas légal. Non, parce que arrêter le travail est un droit constitutionnel. Empêcher le travail des autres ou la circulation de camions dans des sites pétroliers est illégal jusqu'à nouvel ordre. Bon, bah écoutez, vous allez leur expliquer. Mais ces gens-là, posez-vous la question de savoir pourquoi ils font ça. Posons-nous-la. Ce sont de braves gens. Ils sont en grève depuis 34 jours. Et la réponse qu'ils ont reçue du président de la République, c'est j'en ai rien à fiche de vous et de ce qui vous arrive, je continuerai mon truc. Donc ils montent le ton. Ça fait 34 jours qu'ils auraient pu bloquer tous les camions. Et il n'y aurait plus une goutte d'essence dans ce pays, ils ne l'ont pas fait. Ils ont fait preuve de sens des responsabilités. Mais comme on les provoque, alors ils montent le niveau de la mobilisation. Il ne faut pas les traiter comme des délinquants. Ils ne le méritent pas. Ce sont de braves gens, je le répète. Pères et mères de famille. Auquel vous appelez à la responsabilité. Je vous entends, Jean-Luc Mélenchon. Oui. Vous leur dites, vous êtes en train de mettre vos familles entre parenthèses. Vous êtes en train de perdre de l'argent. Attention, il ne faut pas aller vers une... Non, je dis aux autres, vers aux un puissants. durcissement trop fort, oui. Non, aux importants, aux puissants qui croient qu'ils peuvent broyer les petites gens. Je leur dis, il vous en cuira. Ceux qui se sont obstinés, comme l'a fait par exemple François Hollande sur la loi El Khomri, le résultat c'est qu'ils ont été éradiqués politiquement. Donc réfléchissez-y, on ne gouverne pas un pays à coups de pied, ni à coups de matraque, ni en éborgnant les gens. Ce n'est pas comme ça. Il y a moyen de discuter, tous ces gens sont prêts à discuter, mais respectez-les. Ils vous disent qu'ils ne veulent pas de la retraite à point. Vous venez de dire, monsieur le Premier ministre, que votre seule ligne rouge c'est l'équilibre financier. Ben très bien, on arrête tout et on discute de ça. Et on discute, cette fois-ci officiellement, solennellement. Le Parlement en est saisi. C'est votre proposition. Voilà. Nous sommes ce soir le mercredi 8 janvier 2020, 20h, et je prends la parole pour m'émouvoir et m'inquiéter avec vous de l'évolution de la situation politique et sociale intérieure en France. La réalité de la situation, c'est qu'elle s'aggrave de jour en jour. Au cours des derniers jours, on a ainsi assisté à des éléments, des événements de plus en plus immaîtrisés et qui échappent, semble-t-il, au contrôle des uns et des autres. Il y a 2 jours, des cheminots ont investi les locaux de BlackRock, ce fonds d'investissement américain qui a fait couler beaucoup d'encre, et l'élévation au grade d'officier de la Légion d'honneur de Jean-François Cirelli, son président en France, a fait également scandale puisque BlackRock est intervenu, a donné des conseils au gouvernement. Le président de BlackRock International, l'américain, a été reçu en grande pompe par Emmanuel Macron à l'Élysée, et pour donner des conseils pour aller vers des retraites par capitalisation. Donc des cheminots menés par des syndicats ont investi le site le siège social de BlackRock à Paris, ce qui montre que l'exaspération ne cesse de grimper. Aujourd'hui, 8 janvier, Madame Belloubet, ministre de la Justice, garde des Sceaux, s'est rendue à Rouen pour parler devant des avocats, et les avocats se sont déshabillés, ont enlevé leur épitoge, comme on dit, c'est-à-dire la robe noire des avocats, et lui ont lancé à la figure de telle sorte que la ministre a parlé devant un monceau de toges d'avocats, ce qui d'ailleurs, elle a fait semblant de ne pas en être émue un instant, et elle a poursuivi comme un robot, comme un zombie, comme Macron lors de ses vœux, des zombies qui n'écoutent rien et qui poursuivent toujours dans la même direction, comme si rien ne se passait. Cette exaspération entraîne une exaspération de la population vis-à-vis des forces de l'ordre et une surréaction des forces de l'ordre vis-à-vis de toute remise en cause de leur action. Ainsi a-t-on pu déplorer ce qu'il est difficile de ne pas appeler autrement qu'un assassinat d'un pauvre livreur, Cédric Chouiva, père de 5 enfants, qui a été arrêté, semble-t-il, parce qu'il était au téléphone sur son scooter de livraison, quai Branly, vendredi à Paris. Il semble qu'il aurait eu une altercation avec les policiers, mais ceux-ci l'ont jeté à terre, l'ont maîtrisé, lui ont serré le cou, et d'après l'autopsie, il y a eu une rupture du larynx, etc. Enfin bref,
pour dire les choses clairement et crûment, Cédric Chouiva a été assassiné, on l'a étranglé en public. Voilà où l'on en est. Si de tels événements se produisaient en Russie, en Corée du Nord, en Chine ou en Iran, que ne dirait-on pas dans les médias internationaux, occidentaux et dans les médias français? L'exaspération de la population ne cesse de s'accroître lorsque l'on apprend par ailleurs que le Conseil d'État, qui est cette institution de la République qui donne son point de vue avant tout projet de loi, a été saisi par le gouvernement il y a quelques jours, qui lui a déféré nos projets de loi justement sur la réforme des retraites depuis plusieurs jours. Ce qui signifie pour quiconque comprend le fonctionnement de la République que le projet de loi est déjà tout ficelé et que les négociations qui sont en cours actuellement avec un certain nombre de syndicats sont en fait des négociations pour rire. En réalité, M. Macron, M. Philippe se moquent du monde et poursuivent comme des zombies, comme si de rien n'était. Il y a actuellement une tentative désespérée lancée par certains syndicats réformistes, comme on dit, moi je les appelle des syndicats jaunes, je parle notamment de la CFDT, et qui veut faire croire aux Français que le seul vrai problème concernerait ce que l'on appelle l'âge pivot à partir duquel on pourrait partir à la retraite, fixé à 64 ans et qui pourrait, par un geste du gouvernement, être ramené à 63 ans, cet âge pivot à partir duquel on pourrait partir à la retraite à taux plein, moyennant quoi, si on partait auparavant, on pourrait partir à la retraite, mais on n'aurait durablement pas la même retraite. Alors c'est ce qui fait grief, mais ce n'est que l'un des points qui fait grief. Si j'ose dire, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que la forêt, elle est immense. Ce dont il s'agit dans cette réforme des retraites, c'est d'abord de spolier tous les régimes spéciaux de retraite, SNCF, RATP, EDF, les avocats, les kinésithérapeutes, il y en a une quarantaine, de voler l'argent qu'ils avaient accumulé chacun dans leurs régimes spéciaux. C'est également de créer un régime par points, j'ai déjà eu l'occasion, et pas seulement moi, de l'expliquer. Or, ce régime par points, il suffit qu'ensuite le point soit réévalué moins que l'inflation, ce qui d'ailleurs est le cas dans des retraites complémentaires depuis plusieurs années, par exemple avec Ircantec ou la GIRC de cette nature, moins que l'inflation, pour voir les pensions de retraite progressivement diminuer, puisqu'elles augmenteront moins vite que l'inflation. Il s'agit donc de diminuer le pouvoir d'achat de dizaines de millions potentiellement de retraités. Il s'agit de favoriser les plus chanceux d'entre eux, qui d'ailleurs cotiseraient moins, pour que les plus riches des Français puissent avoir des retraites complémentaires par capitalisation. En fait, il s'agit de remettre en cause toute l'architecture des retraites par répartition que la France plébiscite depuis des décennies, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un article du journal britannique The Guardian, qui est un journal de gauche, récent, je crois qu'il datait de la mi-décembre, expliquait à ses lecteurs qu'en fait les Français avaient bien raison de se mobiliser contre cette réforme des retraites, puisque le régime des retraites en France est quasiment l'un des meilleurs du monde actuellement. Les retraités français, tout régime confondu, sont globalement parmi les mieux rémunérés de tous les retraités du monde. Ils ont d'ailleurs globalement une meilleure espérance de vie que bien des retraités dans des pays développés. Alors, il faut rappeler, à cette occasion, que dans le programme présidentiel que j'avais présenté en 2017, dans le programme législatif que nous avions présenté ensuite, nous avions bien prévu d'inscrire dans la Constitution française le principe intangible de la retraite par répartition, c'est-à-dire de la solidarité entre les Français. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que introduire la retraite par capitalisation, même de façon optionnelle, en profitant d'une volonté délibérément poursuivie de diminuer les retraites par répartition pour que les gens gagnent de moins en moins d'argent, c'est mettre la doigt dans un engrenage fatal.
l'engrenage fatal vers la pauvreté croissante des anciens. On le voit d'ailleurs dans des pays ultralibéraux comme le Chili. C'est inciter ainsi les retraités à devoir travailler jusqu'à des petits boulots, jusqu'à 70 ans, 75 ans, 80 ans peut-être. C'est, avec les retraites par capitalisation, c'est mettre le doigt dans l'engrenage de jouer sa retraite à la bourse. Si notamment les fonds d'investissement, les fonds de pension mettent le produit des cotisations dans des placements à risque, notamment des actions. En réalité, c'est l'ensemble du projet de réforme des retraites qui doit être rejeté. J'insiste sur le fait que cette réforme est totalement illégitime de A à Z. Premièrement, les Français n'en veulent pas, très majoritairement. Tous les sondages le montrent. Ils ne sont donc pas demandeurs. Or, M. Macron n'est pas là pour faire obéir les Français à ce qu'ils décident. M. Macron est là pour obéir aux Français. Ça s'appelle une démocratie, M. Macron. Évidemment, tout le monde a bien compris que Macron se fiche éperdument de ce que veulent une grande majorité des Français. Il est là pour obéir à l'oligarchie qui l'a fait élire à l'Élysée par une manipulation médiatico-politique sans équivalent en 2017. Non seulement les Français n'en veulent pas de cette réforme des retraites, mais elle est injuste, je l'ai expliqué. Elle est injuste même avec les régimes spéciaux, puisqu'on pourrait en parler longuement. Les régimes spéciaux ne sont pas nés d'un chapeau, ils doivent être replacés dans une histoire, et chaque histoire de chaque branche de régime de retraite mérite d'être expliquée. On dit beaucoup, par exemple, que tel ou tel agent de la SNCF ou de la RATP serait favorisé par un régime spécial. On oublie simplement qu'ils n'ont pas eu la même vie, les mêmes salaires, les mêmes contraintes tout au long de leur carrière que d'autres salariés. Non seulement elle est injuste, mais en plus elle va appauvrir les Français, je l'ai expliqué. Non seulement les Français n'en veulent pas, elle est injuste, et elle va appauvrir les Français, mais cette réforme, en plus de ça, n'a aucune légitimité financière, puisque l'équilibre du régime des retraites est largement assuré pour les années qui viennent. Peut-être à horizon de 10 ans pourra-t-on s'interroger sur cet équilibre du régime financier, mais j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer. Il y a bien d'autres façons d'assurer l'équilibre du régime des retraites que ce qui est actuellement prévu. Ces autres façons étant notamment la sortie de l'euro, avec une légère dépréciation du franc français d'environ 10% par rapport au dollar, ce qui permettra de redynamiser les exportations, d'affaiblir les importations, de faire revenir à l'emploi au moins 1 million de salariés qui participeront aux cotisations. Une autre formule consistant à augmenter aussi les cotisations patronales et les revenus du capitaux, de taxer les revenus du capitaux. J'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer, je ne suis pas le seul, que depuis maintenant une vingtaine d'années, ce sont les revenus du travail qui sont de plus en plus taxés et les revenus du capital qui sont de moins en moins taxés. Il y a donc 1000 façons d'assurer, à horizon de 10 ans ou de 15 ans, l'équilibre financier des retraites. Cette réforme, donc, les Français n'en veulent pas. Elle est injuste. Elle va appauvrir les Français. Et enfin, elle n'a aucune justification financière réelle. En fait, il s'agit d'un hold-up décidé par une oligarchie qui en veut toujours plus. D'ailleurs, François Mitterrand, dans une de ses confidences vers la fin de son septennat, s'était adressé justement à certains de ses interlocuteurs en disant « Vous verrez, ils en voudront toujours plus », en parlant justement des grandes forces financières mondiales, et ils vous s'attaqueront au régime des retraites par répartition, vous vous battrez le dos au mur. Alors je m'adresse ici à toutes celles et à tous ceux qui sont handicapés par les grèves, qui souffrent d'aller au travail, d'avoir des délais d'attente extraordinaires dans tel ou tel transport en commun. C'est vrai que c'est pénible. Pour ce qui me concerne, je n'ai pas de voiture de fonction comme Sibeth Ndiaye, payée par l'État.
Mais je constate, soit quand je prends le métro, ça m'arrive, soit quand je prends la voiture dans Paris ou en dehors de Paris, qu'il y a des embouteillages monstres. Et moi aussi, ça m'arrive d'en être gêné. Mais il faut quand même savoir ce que l'on veut. Ce dont il s'agit là, ça n'est pas de protester parce qu'on attend une heure dans une gare de RER pendant quelques semaines. Ce qui est en jeu, c'est l'avenir même de la société française, l'avenir même des anciens, des retraités, l'avenir même des jeunes lorsqu'ils prendront leur retraite. Ce qui est en jeu, c'est la destruction du modèle social français. Ce qui est en jeu, c'est fournir sur un plateau en or massif encore plus et encore plus d'argent à des fonds d'investissement étrangers pour le plus grand profit d'une oligarchie qui d'ailleurs a mis la main à la fois sur les processus électoraux et sur les processus médiatiques d'une grande partie des grands médias français. C'est la raison pour laquelle je renouvelle ce que nous avons dit, et pas seulement moi, vous connaissez la position de l'UPR, mettons de côté tout ce qui nous divise, faisons bonne figure face aux désagréments qui nous concernent tous, mais soutenons le mouvement qui consiste à demander à M. Macron de reporter définitivement, d'annuler toute la réforme et pas seulement un petit détail concernant l'âge pivot. Vous êtes peut-être d'accord avec ce qui a été dit. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais vous avez écouté les arguments. Dans les deux éventualités, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, soyez gentils, mettez un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à C'est dans l'air, vous pouvez le faire maintenant. C'est gratuit, et ça nous encourage.